Le 16 mars 2023, La Liberté a organisé toute une journée de conférences sur les thèmes de la cybercriminalité et de la cybersécurité, ici à Saint-Boniface, à Winnipeg. Cette journée riche en informations, grâce à la présence d'experts dans le domaine, n'aurait pas pu voir le jour sans nos bailleurs de fonds, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et la Société de la francophonie manitobaine. Le SQRC, dans une volonté de rapprocher la francophonie, nous a permis de faire venir des experts jusqu'à Winnipeg et d'avoir ainsi accès à leurs connaissances, en personne. Et nous le remercions chaleureusement. La Liberté tient également à remercier la Manitoba Law Foundation, un partenaire précieux qui nous a permis de créer un magazine. Car oui, en parallèle de cette journée de conférence, nous avons publié un magazine en anglais et en français sur les mêmes thèmes, intitulé « La cybercriminalité pour y voir plus clair ». Ce magazine de 88 pages a pour vocation de sensibiliser les potentielles victimes de fraude, de leur permettre de comprendre l'écosystème de la cybercriminalité, de mieux détecter la malveillance derrière des arnaques qui sont de mieux en mieux rodées, et finalement, d'adopter une meilleure hygiène numérique. Ce magazine est disponible sur le site web de La Liberté ou bien directement dans nos bureaux. Cette première conférence sur la cybercriminalité, destinée au jeune public, est donnée en partenariat avec l'Université de Saint-Boniface, qui nous a d'ailleurs accueillis dans ses locaux pour cet événement matinal. Des étudiants de l'USB et des élèves de nos partenaires, la Division scolaire franco-manitobaine et la Division scolaire Louis Riel, sont présents face à nos panélistes. Ficilia Rim, coordonnatrice scientifique à la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité et cofondatrice de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal. Bertrand Milot, président-directeur général de Cybersecurity Bradley & Rollins et conférencier en cyberintelligence. Et Adrien Lassalle, expert en cybersécurité chez Bradley & Rollins. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça. Comme Sophie m'a présenté, je suis coordonnatrice scientifique à la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité à l'Université de Montréal. Je fais aussi mes études au doctorat aussi en criminologie à l'Université de Montréal. Et donc, ça fait à peu près 5-7 ans que je travaille un peu dans le domaine de la cybersécurité, cybercriminalité, vraiment avec un axe un peu plus criminologie, un peu plus sciences sociales. Et ça va me faire plaisir de vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez travailler en cybersécurité dans le monde ou au Canada. Alors, qu'est-ce que c'est la cybersécurité? Donc là, c'est un peu une définition qui est un peu, on va dire, très standard. Mais la cybersécurité, ce qu'il faut savoir, c'est pas que de la technologie, c'est pas que des ordinateurs, c'est tout ce qui va autour. Donc, ça veut dire c'est des processus, c'est des personnes, c'est de la formation, c'est de la gestion de risque, c'est d'avoir des lignes directrices, des guidelines. Donc, quand vous travaillez en cybersécurité, vous n'attendez pas nécessairement à vous asseoir derrière un ordinateur. Vous allez aussi devoir aller rencontrer des gens, parler, faire des formations, aussi beaucoup écrire des lignes directrices. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un champ de métier où il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a différents types de métiers ou de corps de métier que vous pouvez faire. Donc, quand on regarde, en fait, donc comme je disais, la cybersécurité, qu'est-ce que c'est? On s'intéresse, en fait, à protéger ce qu'on appelle les contenants, là. Donc, ça veut dire, on peut faire, par exemple, la protection des réseaux informatiques. Il faut aussi protéger ce qu'il y a à l'intérieur de ces réseaux informatiques. Donc, ça veut dire, on va protéger les informations qui circulent à l'intérieur d'Internet, etc. Et puis, évidemment, l'autre aspect, c'est qu'on protège aussi les utilisateurs, donc c'est-à-dire les gens qui utilisent, en fait, nous, et puis les cybercriminels. Pour parler un peu de l'histoire d'Internet, en fait, c'est en fait dans les années 60 où on a commencé à penser à un moyen de communication parce que c'était le moment de la guerre froide, puis on avait toujours peur qu'il y avait une attaque nucléaire et on voulait quand même protéger les communications c'était en fait l'armée américaine de pouvoir protéger les communications si jamais il y avait une attaque nucléaire. Et donc, dans les universités dans l'ouest des États-Unis, donc en Californie plus précisément, ils ont commencé à penser à un moyen, et c'est comme ça en fait qu'est né Internet, qui s'appelait à l'époque ARPANET et qui avait vraiment un but plus militaire, comme toutes les innovations technologiques, c'est toujours un but militaire d'abord.
Et ensuite, qu'après, c'est démocratisé à partir des années 70, où là, on a mis en place des protocoles, plus de communication, plus généraux pour tout le monde. En cybercriminalité, le premier incident, c'était en 88, où c'est un monsieur qui s'appelle Robert Morris, et qui a en fait développé un verre informatique et qui se propageait en fait sur le réseau Internet des ordinateurs d'université. Parce qu'à l'époque, c'était là où on trouvait les ordinateurs, c'était dans les universités. Et donc, c'est en fait le premier incident de cybercriminalité donc à travers ce verre. Un verre, en fait, à la différence d'un virus, c'est qu'un virus, il faut comme l'activer, c'est-à-dire on ouvre un fichier, puis après ça se propage, alors que ce verre-là, il n'y avait rien à faire, en fait, il se propageait un peu partout sur Internet. Et c'est aussi un des premiers crimes qui a été, en fait, aussi qui est passé devant les tribunaux et qui a fait l'objet, en fait, après, dans les années 86, aux États-Unis, d'une première loi sur tout ce qui était la cybercriminalité. Après ça, dans les années 80, ce qu'on avait, c'était des pirates informatiques vraiment qui testaient les vulnérabilités, qui faisaient ça pour s'amuser parce qu'eux, ils venaient aussi de découvrir Internet, que les ordinateurs venaient se développer un peu plus. Puis sur la photo, vous avez Kevin Mitnick, qui est un des pirates informatiques les plus connus des années 80-90. Et lui, maintenant, en fait, il est devenu conférencier, expert en ingénierie sociale, etc. Donc, il donne des conférences pour parler de tout ce qui est cybercriminalité. Et donc, lui, c'était un des premiers pirates informatiques. Et c'est à partir des années 2000 que là, en fait, on s'est rendu compte que oui, on pouvait faire de la cybercriminalité, mais on pouvait aussi gagner de l'argent en faisant ça. Et donc, on a des cybercriminels qui ont eu pour motivation, en fait, d'aller plus faire des crimes informatiques, mais d'aller chercher, en fait, de l'argent en faisant des attaques, etc. Et on a aussi des gens qui ont commencé à utiliser Internet pour des raisons idéologiques ou politiques, comme vous connaissez certainement Anonymous. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme type de crime ? Comme la cybersécurité, la cybercriminalité, ça porte sur plein de choses. Donc, vous avez évidemment tout ce qui touche les équipements informatiques, les ordinateurs, etc. Donc, tout ce qui est des virus, les vers, c'est aussi les attaques, les rançongiciels, les attaques par des services. Ce qu'on dit, les attaques sur les infrastructures critiques, c'est là où on va en fait attaquer, par exemple, c'est surtout aux États-Unis, mais quand on va attaquer les centrales hydroélectriques ou les stations de gaz, etc. On a aussi des crimes qui touchent en fait plus monsieur et madame tout le monde, en fait, qui nous touchent nous. Donc vous avez tout ce qui est vol d'identité et fraude. Malheureusement, en ce moment, on en voit beaucoup de fraude en ligne parce que, évidemment, tout le monde est un peu plus sur Internet. Aussi, avec la pandémie, on a beaucoup modifié nos habitudes et il y a beaucoup d'activités qui sont passées en ligne. Et vous avez aussi des crimes contre la personne, donc tout ce qui est propagande haineuse, évidemment, la pornographie juvénile, en fait, l'exploitation sexuelle des enfants, et encore, parce qu'évidemment, plus on va aller vers Internet pour nos activités, et plus il y a des possibilités, en fait, de commettre des crimes. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités de carrière qui sont très différentes parce que si tout le monde est sur Internet, si on s'appuie sur Internet sur plein d'aspects de notre vie, et bien évidemment, il y a aussi, ça veut dire qu'il y a plein d'aspects de notre vie aussi qu'il faut savoir pouvoir protéger et utiliser. Et donc, souvent, quand vous allez travailler dans une entreprise en cybersécurité, vous avez un centre d'opération c'est là où, en fait, on s'occupe de la cybersécurité. Et dans ce centre-là, souvent, vous avez une équipe qui s'appelle les Red Team. Donc, si ça vous intéresse de faire du piratage, mais que vous voulez être payé légalement pour le faire, c'est là où vous allez y aller parce que l'équipe Red Team, c'est ça qu'ils font. C'est qu'ils essayent constamment de trouver des vulnérabilités dans leur propre entreprise, donc de pirater leur propre entreprise pour savoir où est-ce que, si moi j'étais un cybercriminel avec des mauvaises intentions, comment je pourrais en fait pénétrer dans le système informatique de l'entreprise. Donc, c'est ce que l'équipe Red Team fait. Et puis, un des postes les plus on va dire,
connu, en fait, c'est celui du pen test. Donc, pen test, c'est penetration testing, et c'est ça. C'est donc, on va essayer constamment d'essayer de pénétrer le système de l'entreprise, donc en essayant à chaque fois de pirater, de savoir est-ce qu'il n'y a pas des employés qui ont utilisé des mots de passe qui ne sont pas très sécuritaires, etc. Donc, c'est un peu ça ce que fait l'équipe Red Team. De l'autre bord, vous avez l'équipe Blue Team. Évidemment, eux, leur but, c'est évidemment justement, quand il y a des problèmes de sécurité, c'est d'aller en fait combler ces problèmes-là. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est que quand il y a un incident, par exemple, quand vous travaillez aux réponses aux incidents, bah, OK, une fois qu'il y a un incident, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'arrête un petit temps, puis on essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce que ça n'a pas fonctionné, etc. Donc, c'est un peu ça que l'équipe Blue Team fait. Eux, c'est vraiment l'aspect plus, je vais défendre mon organisation. Si ça ne vous intéresse pas de faire ni l'un ni l'autre, bah, vous avez toute une panoplie de rôles qu'on appelle un peu plus stratégiques, c'est-à-dire vous allez plus réfléchir, OK, qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise plus largement pour protéger mon organisation? Et donc là, bah, vous avez plein de rôles. Ça peut être de travailler en sensibilisation, en formation. Donc, vous allez sensibiliser les employés pour que vous assurez qu'ils aient tous des mots de passe sécuritaires, qu'ils ne font pas n'importe quoi sur Internet. Vous allez aussi... comme le chef de la sécurité de l'information, c'est le poste le plus élevé, mais là, vous êtes à un rôle plus stratégique. Donc, vous n'avez pas les mains dans la pâte directement dans la sécurité, mais vous réfléchissez plus à quelle est la stratégie dans l'organisation pour protéger l'organisation et les employés. Et pas nécessairement à part, mais c'est qu'une fois qu'on protège l'organisation, on sait qui nous attaque, on sait s'en protéger, etc., ben, faut quand même savoir c'est qui ces cybercriminels, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font. Et donc, c'est tout ce qui est l'aspect un peu plus scientifique où on va faire de la recherche justement pour savoir c'est qui ces groupes de cybercriminels. Est-ce qu'ils ont des motivations? Est-ce qu'ils s'attaquent à d'autres organisations? À quel type d'organisation? Est-ce que quel type d'outils ils utilisent? Est-ce que c'est des outils qu'ils achètent sur le dark web ou est-ce que c'est... Tout ça, en fait, c'est là où on va faire de la recherche, justement, où ça va être plus, on peut faire ça, vous avez des postes en entreprise où on fait de la recherche, vraiment, justement, sur ces aspects-là, où on peut le faire aussi à l'université. Il y a aussi plein d'autres aspects de recherche que vous pouvez faire aussi. Par exemple, nous, à la clinique, on s'intéresse aux victimes de cybercriminalité. Donc, qu'est-ce qu'elles ressentent quand elles sont victimes? De quoi elles ont besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider, etc. Donc, vous avez plein d'aspects aussi en recherche qui sont tous plus ou moins liés à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis là pour vous parler un peu de mon métier. Et dans ma carrière, j'ai plus de 20 ans de carrière en cybersécurité. Et mon métier n'a pas cessé de changer. Même dans les 5 dernières années, il s'est complètement modifié. C'est plus le même métier. Du tout. J'ai eu une très très grosse prise de conscience il y a 5-6 ans où je suis censé être un expert en cybersécurité, plutôt efficace, 20 ans de carrière, on s'attend à ce que je sois assez efficace. Et je me rends compte que des cybercriminels ont mon mot de passe à moi, 16 caractères, très très long, et ils ont ce mot de passe. Et là, je me dis, j'ai plus de 15 ans de carrière à cette époque-là. J'ai travaillé pour des grosses entreprises, j'ai travaillé pour Bombardier, pour les bourses pan-canadiennes, pour les bourses européennes, dans des postes à haute responsabilité. Je suis quand même très très nul. Les cybercriminels ont mon mot de passe à moi. Je suis le cordonnier mal chaussé. Ils ont mon mot de passe. Et moi, je suis là en train de dire à mon entreprise, c'est sécuritaire. Je suis là, je suis dans la place, tout va super bien. Si les cybercriminels ont réussi à m'avoir moi, comment je peux assurer à mon entreprise que je sois si efficace que ça? C'est du gros mensonge, on est d'accord. Et donc, je me suis retrouvé à m'intéresser au dark web. Je m'y étais intéressé avant, évidemment, mais pas forcément de façon très assidue. Je me suis rendu compte que la cybercriminalité, pour moi, c'était un « ils ». Ils sont méchants.
Ils sont vilains, ils font des trucs pas cool. Mais je ne savais pas qui c'était. Aucune idée. Ça ne me disait rien. Des organisations cybercriminelles. Ça sonne vachement bien, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas comment ils opèrent. Je ne sais pas comment ils font. Comment ils ont eu mon mot de passe à moi? Je ne vais pas sur des sites, bon, voilà, j'ai un antivirus sur ma machine. Pourquoi? Comment? C'est irréel. Et je me suis mis à aller sur le dark web. Qui a été sur le dark web? Alors, ceux, évidemment, qui ont été, qui ne lèvent pas la main, sont avisés de le faire. Et ceux qui n'y sont pas encore allés, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que, comme pour Internet, c'est pareil, mais c'est dangereux. Juste pour vous donner une petite idée. Internet, c'est un réseau. Le dark web, c'est 14 à 15 fois plus grand qu'Internet. Le dark web est plus grand qu'Internet en termes de masse de données. Ce qu'on appelle le deep web, qui est de l'Internet non indexé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver les sites du deep web indexés sur Google. Donc si vous faites une recherche, vous ne trouverez pas les sites du deep web, mais ils existent. Ça représente 4 à 500 fois la taille d'Internet. Donc si vous aviez en tête qu'Internet, c'est un grand espace mondial, bah vous êtes planté. C'est le dark web qui est plus grand. En tout cas pour un réseau, je dirais, underground. Le deep web, lui, est très 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 grand. Mais tout n'est pas illégitime dans le deep web. Et tout n'est pas non plus illégitime dans le dark web. Et ça, je vais vous le montrer. Pourquoi je vous parle aussi du dark web? C'est parce que j'ai eu une autre prise de conscience. Les cybercriminels, bah, ils avaient mon mot de passe. Ça, c'est un fait. Mais je fais quoi avec cette information, moi, après? Ils ont mon mot de passe. Oui, je vais changer mon mot de passe, vous imaginez bien. Mais quoi d'autre? Comment je fais en sorte qu'ils aient plus mon mot de passe dans le futur? Si je ne sais pas comment ils l'ont eu, si je ne sais pas comment ils ont réussi à choper mon mot de passe, comment je fais pour que le futur soit meilleur pour moi? Et c'est là que je me suis rendu compte, bah, il faut savoir à qui on parle, de qui on parle. Et c'est ça mon métier. Réfléchissez bien. Si je veux vraiment protéger une organisation, une université, une entreprise, vous, quelle est la meilleure manière de vous protéger? Avoir un antivirus, bah, je vous l'ai dit, ça ne marche pas. Enfin, si, ça marche, mais laissez-le installer sur votre machine quand même. Faire attention quand vous naviguez, oui, c'est sûr. Mais si malgré tout ça, c'est pas assez efficace, comment on se protège vraiment? Eh bien, la bonne réponse, c'est réduire l'intérêt criminel. Comme il y a une personne en arrière de chaque méfait, ou une organisation même, une organisation criminelle, eh bien, il faut réduire son intérêt. Il faut qu'elle ait plus envie de faire ce qu'elle fait. Ou en tout cas moins. Ou en tout cas sur quelqu'un d'autre. Et c'est ça le principe. Réduire l'intérêt criminel est la première protection qui existe dans le cycle de vie de la criminalité. Donc, je vais vous parler un peu du dark web et je vais vous dire ce que j'y trouve et comment y naviguer. Donc, si vous prenez un jour l'envie d'aller sur le dark web, encore une fois, si vous n'y êtes pas encore allé, n'y allez pas. Si vous y allez, n'y allez plus. Ou essayez d'y aller avec la méthodologie que je vais vous donner. C'est bon? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes tous en léthargie totale? C'est bon? Super. Donc, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais je vous ai donné quelques chiffres sur la taille du dark web, mais surtout son origine. Ficilia vous a dit que ça venait que Internet venait d'une initiative de l'armée américaine. Ben là, c'est un peu pareil. C'est l'US Navy qui a décidé de faire en sorte que ses espions puissent parler ensemble et a créé un réseau chiffré à l'intérieur du réseau. Et ce réseau chiffré, bah, c'était ça l'origine. Comme quoi, vous voyez, chaque bonne idée informatique américaine a l'air d'être un peu transformée et pas forcément de la bonne manière.
Donc, ça nous provient, le dark web est à la base une idée de l'US Navy qui s'en servait pour ses espions. Aujourd'hui, j'espère que les espions de l'US Navy n'utilisent plus le dark web pour communiquer. Concrètement, vous avez énormément de groupes cybercriminels. Comme l'a dit Cécilia, aujourd'hui, les motivations de ces groupes cybercriminels sont plus monétaires qu'autre chose, financières. En 2014 et 2015, il y a eu les premières vagues de rançongiciels, les fameux ransomware. Et ces vagues de rançongiciels, imaginez-vous, un seul rançongiciel sur un an, à travers plusieurs campagnes à travers le monde, a réussi à faire 325 millions de dollars US de revenus. 325 millions de dollars US de gains, pas de pertes pour les entreprises, de gains pour les cybercriminels. Vous imaginez bien qu'à ce niveau-là, c'est budget illimité. Et s'il y a autant de gains, qui paye? Eh bien, c'est nous. Le Canada, en particulier, est très, très, très généreux avec les cybercriminels. Et paye à plus de la moitié les rançons des cybercriminels. Contre moins de 10% aux États-Unis. Contre moins de 20% en Europe. On est extrêmement généreux avec les cybercriminels. Alors évidemment, ils ne vont pas se mettre à cibler quelqu'un d'autre demain matin, parce qu'on est un peu la poule aux œufs d'or, n'est-ce pas? Et l'enjeu en arrière de ça, c'est qu'on est passé d'une criminalité, comme quand je vous ai dit que mon métier avait beaucoup changé, c'est parce qu'on est passé d'une criminalité qui était idéologique, quand j'étais CISO des bourses pan-canadiennes, des marchés financiers pan-canadiens, eh bien, on a été victime d'une attaque Anonymous. Donc, un jour, la vice-présidente marketing arrive dans mon bureau tout affolée. « Bertrand, as-tu vu ce qui s'est passé sur YouTube ?» Anonymous nous menace sur YouTube. C'est pas bon, ça. Pour vous remettre un... Qui c'est qui est Anonymous? Qui a déjà entendu parler d'Anonymous? C'est un groupe cyberterroriste quand même qui est assez âgé maintenant. On parle de plus d'une décennie. Ça me rajeunit pas, ça. Mais bon. Ce groupe cyberterroriste était très idéologique. Très peu lié à des méfaits financiers. Quelques-uns, mais pas tous. Et la vice-présidente de marketing est venue dans mon bureau et m'a dit « Bertrand, mon Dieu, sur YouTube, Anonymous nous vise !» Je vais sur la vidéo de YouTube en me disant que, bon, j'espérais que ce soit faux. Non, c'était vrai. Alors j'ai une petite goutte qui a perlé sur le côté, ici. Parce que de deux choses l'une. Anonymous était très, très efficace à l'époque. Ils le sont un peu moins aujourd'hui, enfin moins actifs en tout cas. Et il y avait de deux choses l'une. Soit ils savaient comment rentrer dans l'organisation, soit ils étaient déjà rentrés dans l'organisation. Et ça, c'est embêtant. Donc ils avaient donné une date butoir pour leur attaque et leurs méfaits. Et puis, bah, c'est ça. Il a fallu se préparer entre-temps. Et comment on se prépare à une attaque d'Anonymous? Quand on a cette information, comment on fait pour se dire « Tiens, il y a quelqu'un qui va nous attaquer tel jour, telle heure. On le sait, on est au courant. » Comment on fait pour se préparer à ça quand on est une entreprise? Si vous saviez quel jour, quelle heure, vous allez tomber malade, est-ce que vous pourriez vraiment vous préparer à ça? Réellement? Ben c'est ça. En fait, il ne faut pas trouver pourquoi on va tomber malade, ni comment on va tomber malade, mais par qui on va tomber malade. Alors, rapport à la Covid, c'est un peu discutable, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait pour Anonymous. On a littéralement cherché de l'information sur comment Anonymous avait l'intention de nous attaquer dans le futur. Donc il y a des campagnes de recrutement cybercriminel. On a essayé de retrouver sur Twitter, sur le dark web, ces campagnes de recrutement, les identifier, parce qu'il fallait du monde pour Anonymous pour pouvoir faire l'attaque à la bonne date, à la bonne heure. Et puis c'est avec ces campagnes de recrutement qu'on a été capable de retrouver le modus operandi, donc la manière de faire prévue par Anonymous, et sans prévenir. Et vous n'avez pas entendu qu'en 2011, les marchés financiers ont été arrêtés à cause d'une cyberattaque. C'est normal, on s'est préparé. Mais vous comprenez, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est qu'on ne peut bien se protéger qu'en connaissant réellement son ennemi. Sun Tzu le disait dans L'Art de la guerre, c'est un livre que je vous recommande.
C'est un magnifique livre, très très beau, qui n'a rien à voir avec un livre sur la guerre en soi, mais plus sur la connaissance de soi-même et de son ennemi. Très bon livre de management, pour information. Donc, est-ce qu'il y a un seul dark web? Alors déjà, il y a le darknet et le dark web. Le dark web étant le contenu, le darknet étant les réseaux utilisés pour faire du contenu dark. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs réseaux, il y a eu plusieurs projets. Et de plus en plus, on va avoir des projets qui sont à l'extérieur du réseau dark web, qui vont se faire même à travers des communications point à point sur les Bluetooth de vos téléphones, par exemple. Et donc, pour réussir à avoir ce réseau, eh bien, c'est un réseau qui passe d'ordinateur en ordinateur. Donc, si vous êtes connecté, par exemple, sur le dark web, si 3 d'entre vous sont connectés sur le dark web, à ma prochaine connexion sur le dark web, il est possible que j'utilise chacun des 3 ordinateurs pour pouvoir sortir sur le dark web. C'est comme ça qu'on assure, entre guillemets, l'anonymat sur le dark web. On passe à travers les ordinateurs des autres personnes qui sont connectées sur le dark web. Minimum 3 relais, dans certains cas plus. Et évidemment, c'est un Internet qui est très très lent. C'est un réseau très lent puisqu'on est tributaire de la connexion la plus lente par laquelle on passe. Donc ça veut dire que quand vous êtes sur le dark web, première chose, vous n'êtes pas tout seul à y être à travers votre ordinateur. Votre ordinateur, quand vous êtes connecté, est utilisé pour quelqu'un d'autre pour se connecter. Donc, les sites sont appelés des sites .onion. L'extension des noms de domaine, c'est .onion. Et ce .onion, on s'est appelé comme ça parce que c'est des couches d'oignons, comme les oignons. Et vous avez, vous voyez, citation de Shrek, hein, que l'on connaît. Shrek, si tu nous regardes. Les oignons ont des couches. Donc le dark web, c'est la même chose, il a des couches. Et est-ce qu'on peut retrouver quelqu'un sur le dark web? Est-ce qu'il y a un vrai anonymat sur le dark web? Ben, de moins en moins, en fait. On trouve de plus en plus de manières de faire de l'ingénierie inversée pour essayer de savoir qui consomme le contenu sur le dark web. C'est pour ça que quand je vous dis, il faut limiter votre navigation sur le dark web si vous y allez régulièrement. Il faut la limiter au minimum, au strict minimum, et à du contenu extrêmement légitime, parce que l'anonymat n'est absolument de moins en moins garanti. Et en plus de ça, eh bien, encore une fois, votre ordinateur va être utilisé par d'autres personnes pour eux-mêmes faire leur propre navigation. Donc, si vous aviez l'intention d'aller sur le dark web, je vous propose de construire aujourd'hui notre voyage. On va aller sur le dark web aujourd'hui. Donc, on va construire notre voyage. Alors déjà, c'est exactement la même chose que quand on va faire une recherche sur Internet. Si vous vous dites, en vous levant le matin, tiens, je vais faire une recherche sur Internet, croyez-moi, à la fin de la journée, vous n'allez pas chercher grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'on cherche. Parce que dire qu'on navigue sur Internet, c'est bien gentil, mais si on ne sait pas sur quoi on navigue ou où on veut naviguer, bah en fait, vous allez juste rester devant le navigateur vide et puis il ne se passera rien. Donc un objectif, très important, et se cantonner à cet objectif. Vous allez comprendre pourquoi. Comment on s'y rend? Et puis il vous faut une bibliographie. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliographie? Bah, c'est un peu de lecture. Vous êtes en école, en université, et normalement, dans chaque projet que vous faites, dans chaque dossier que vous faites, que ce soit à l'école comme à l'université, vous êtes censé faire un peu votre bibliographie. Quels sont les usages et œuvres de référence sur lesquels vous vous reposez. N'essayez pas d'interagir sans votre avatar. Alors, je ne vous parle pas d'un grand bonhomme bleu, je vous parle plutôt de votre identité secrète. Si vous voulez jouer au super-héros sur le dark web, il vous faut une identité secrète. Et puis, vous ne la révélez pas. Pourquoi? Parce que si vous commencez, par exemple, mon épouse, avec qui j'ai 20 ans de vie commune, eh bien, n'a aucune idée des noms de mes avatars sur le dark web, pour la protéger, elle. Pour faire en sorte que, si jamais un jour, elle dit, je dis n'importe quoi, Robert Sanson, allez. Imaginons que Robert Sanson est le nom de mon... J'espère qu'il n'y a pas de Robert Sanson dans la salle. Imaginons que Robert Sanson est le nom de mon avatar. Si un jour j'évoque même le nom de Robert Sanson, eh bien, il se peut que, de façon totalement
involontaire, mon épouse dise « Ah tiens, Robert Sanson, c'est comme l'avatar de... Ah, j'en ai trop dit ». Donc non, personne, même mon équipe ici, n'a aucune idée de qui sont mes avatars, j'en ai plusieurs, sur le dark web pour me faire mes investigations. C'est une nécessité. C'est une obligation. La loi du secret. OK ? Donc, n'essayez pas d'interagir sur le dark web sans votre avatar. Ne vous connectez pas sans un VPN. Si vous ne savez pas ce que c'est, alors je suis rassuré, ça veut dire que vous n'allez pas aller sur le dark web. Et n'utilisez pas votre PC normal. Et quand je dis normal, vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est un peu plus petit, il y a beaucoup de lignes, mais si vous avez besoin de la recette, on vous la partagera. Mais en gros, vous devez créer un autre vous-même, complètement. Ça doit être une personne complètement différente de vous, avec une autre histoire, qui n'a pas forcément le même genre que vous, pas forcément le même âge, pas forcément la même carrière, pas forcément le même statut, mais vous devez créer un autre vous. Vous devez être quelqu'un d'autre, qui n'existe pas potentiellement, mais qui va exister. Vous devez absolument séparer le matériel que vous utilisez pour aller sur le dark web du matériel que vous utilisez avec votre identité normale. Si vous pensez sincèrement que vous êtes correct en allant sur le dark web directement avec votre machine, eh bien, vous mettez le doigt dans l'œil, il ne faut pas faire ça. Cette machine, vous l'abandonnez, elle ne sert que ça. Vous devez avoir un plan de voyage. Vous pouvez partir à l'aventure comme ça, sans objectif, mais c'est jamais très probant. Je vous conseille d'avoir un vrai plan de voyage, et puis je vais vous montrer comment on le fait. Et être psychologiquement prêt. Depuis que je fais de l'investigation sur le dark web, j'ai vu beaucoup de choses, et pas forcément des choses très très belles ou très marrantes, voire même foncièrement horribles, où les pires films d'horreur sont capables de faire plus simple. Il faut comprendre qu'on va y trouver de la vente d'armes, de la vente de drogue, bien sûr, mais aussi du recyclage de tous les produits de la cybercriminalité et de la criminalité traditionnelle. Le recyclage des produits de la criminalité traditionnelle, par exemple, dans le cadre du kidnapping d'un enfant, on va trouver typiquement un sac à dos avec une trace de sang dessus. Ce type de produit de la criminalité se recycle, ça se revend. Et là, je fais appel à votre civisme. Et je parle aussi aux plus jeunes. Vous savez, vous avez des youtubeurs. Eh bien, ces youtubeurs, ils font du unboxing de dark web box. Vous avez déjà vu ça? Des mystery box du dark web? Des youtubeurs qui font du unboxing? Eh bien, quand ils font du unboxing de mystery box, il faut comprendre que c'est des produits de la criminalité. Donc en faisant ça, ce youtubeur, non seulement recycle et paye de la criminalité, donne de l'argent à des criminels, mais en plus de ça, il permet à ces preuves de ne plus être recevables par la police. Donc du blanchiment de preuves. Vous savez, il n'y a rien de plus créatif qu'un cybercriminel. Il n'y a rien de plus ingénieux qu'un cybercriminel. Il n'y a rien de plus écologique qu'un cybercriminel. C'est les pros du recyclage. Et donc, j'en appelle à votre civisme. Si vous voyez un de vos youtubeurs préférés qui va faire de l'unboxing d'une mystery box, ne cliquez pas, ne regardez pas la vidéo, s'il vous plaît. Vous encouragez directement la criminalité. Ça, c'était ma petite parenthèse. Ensuite, je vous conseille de créer une machine virtuelle. Si vous ne savez pas faire techniquement tout ce que vous voyez à l'écran, alors c'est la bonne variable pour vous dire « j'irai jamais ». Okay ? Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce qui est à l'écran, n'y allez pas. Ce n'est pas compliqué. Je suis très très clair. Donc vous avez 2 distributions Linux que vous pouvez utiliser. Et vous devez créer une machine virtuelle. Donc vous pouvez le faire gratuitement avec VirtualBox de chez Oracle. Et vous pouvez avoir une petite licence Windows, parce qu'il est très important d'être légitime à tout point de vue quand vous créez votre machine virtuelle. Donc vous pouvez aller chercher votre licence Windows 10 à bas prix sur des sites comme Electronic First, GameEvo ou autres, qui sont des licences OEM, c'est totalement légal, pour quelques dollars.
Et puis une fois que vous avez monté votre machine virtuelle, eh bien, vous allez pouvoir vous choisir un service de courrier électronique crypté. Très important. Anonyme. Pas de Gmail sur le dark web. Ce serait une très très mauvaise idée. Donc, vous avez une liste ici des courriels chiffrés qui existent, des services de courriel chiffrés. Vous en choisissez un. Le mien, c'est ProtonMail. Et ensuite, vous avez les meilleurs VPN pour aller sur le dark web. Donc là encore, je vous recommande CyberGhost, que j'aime beaucoup. Et sinon, vous pouvez avoir des VPN à bas prix sur un site comme Stack Social. Mais encore une fois, vous devez payer. C'est important. Ne commencez pas à essayer de faire du détournement. Ça coûte quelques dollars. Alors, restez legit. Ensuite, moteur de recherche, parce qu'il y a des moteurs de recherche aussi sur le dark web. Mon préféré, c'est le premier que vous aviez, Amia. Les autres, je ne vous les conseille pas. Alors pourquoi je ne vous les conseille pas? Parce que si vous allez sur Torch, par exemple, dans les bannières de pub que vous avez en dessous, dans Torch, eh bien, parfois, il y a de la publicité que vous ne voulez absolument pas voir, comme de la pornographie juvénile, par exemple. Parce que si vous êtes exposé à cette pornographie juvénile, eh bien, sachez que c'est totalement illégal et que votre mémoire du navigateur risque d'enregistrer cette bannière. Et si ça enregistre cette bannière sur votre ordinateur, bah vous avez de la pornographie juvénile sur votre ordinateur, ce qui n'est absolument pas une bonne idée. Donc, je vous conseille Amia ou DuckDuckGo, qui est très très bien aussi, mais vous allez trouver moins de contenu illégitime, et vous allez comprendre que dans le voyage qu'on va faire aujourd'hui dans le dark web, c'est moins intéressant. Mais il y a aussi des sites normaux. Le normal dark web. Et c'est quoi le normal dark web? Sachez qu'il y a des sites totalement normaux. Facebook a son site dark web, totalement légitime. Et pourquoi Facebook s'est mis sur le dark web? Qui sait? Tiens. Qui a une idée de pourquoi Facebook est légitimement sur le dark web? Allez, je vous donne la réponse rapide. Certains citoyens, certains peuples du monde n'ont pas la chance d'avoir Internet ouvert complètement. Certains citoyens du monde n'ont pas la chance de pouvoir naviguer sur les sites qu'ils veulent et communiquer avec les gens qu'ils veulent. Ils sont censurés par leur gouvernement et donc Facebook a permis, à travers le dark web, a permis de passer au travers de cette censure. Donc le dark web n'est pas là que pour de mauvaises raisons. Il y a aussi des choses très très bien sur le dark web. J'ai dit pas que. En majorité, oui, mais pas que. Il y a le New York Times aussi, la BBC et la CIA qui a son site officiel aussi sur le dark web qui est totalement légitime. Donc le service de courrier électronique, vous allez ouvrir votre adresse, c'est très important. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer à vous inscrire sur des sites, comme par exemple des Pastebin. Et les Pastebin, c'est très intéressant pour les cybercriminels parce qu'ils stockent de la donnée très temporaire, comme un espèce de bloc-notes qui serait éphémère sur le dark web. Et puis ils vont mettre plein d'informations et échanger de l'information, comme un espèce de bloc-notes de groupe, un peu comme quand vous avez un projet d'université, vous utilisez un bloc-notes collaboratif. Et ces pastilles, en bon français, typiquement ces pastilles sont là pour être des contenus éphémères qui vont disparaître. Donc vous comprenez aussi que la criminalité n'est pas comme sur Internet, elle n'a pas forcément un historique, elle crée aussi du contenu qui est très éphémère. Donc rester à jour sur le dark web est quelque chose de très compliqué. Donc on va construire notre plan de voyage rapidement. Je vais vous donner un peu de mon métier. Aujourd'hui, on va traquer un groupe cybercriminel, si ça vous convient, bien sûr. On va traquer un groupe cybercriminel puisque Ficilia vous donne la possibilité de vous intéresser à la cybersécurité pour votre carrière. Eh bien, vous allez toucher un petit peu ce que moi je fais au quotidien. Donc on va traquer un célèbre groupe cybercriminel. On va trouver les sites. On va voir comment on va trouver les sites Onion, donc du dark web, et comment on va avoir l'adresse, parce que vous comprenez que c'est une adresse qui est très compliquée. Vous l'avez vu dans les liens que je vous ai exposés à l'écran. Et puis on va comprendre le modèle de fonctionnement du site. On va voir s'il y a des nouvelles victimes pour ce groupe cybercriminel. Et puis, je vais vous expliquer comment on va chercher l'information et comment on la copie. On va utiliser ce qu'on appelle un trou numérique.
Et vous allez voir, vous allez être très déçus par la notion de trou numérique. Hein. C'est pas magique, quoi. Et ensuite, on va arrêter Tor, qui est l'outil qui est utilisé pour aller sur le dark web, et on va nettoyer, bien sûr, notre machine. Donc, cybercriminel. Le groupe cybercriminel qu'on va viser aujourd'hui, ça s'appelle Logbit. Logbit est un groupe très actif au Canada, en Europe, comme aux États-Unis aussi. Beaucoup de victimes, des victimes très connues. Il en est à sa 3e évolution depuis sa création. Ça fait partie maintenant des vieux loups de la cybercriminalité. Beaucoup de gains, beaucoup de sous-groupes aussi. Donc la cybercriminalité en 2019 est devenue une cybercriminalité un peu Tupperware, avec de l'affiliation, du pyramidal. Et donc Logbit a été un des groupes les plus florissants pour ce type de criminalité pyramidale. Alors, vous avez compris, d'abord, il faut trouver l'adresse sur le dark web de Logbit, parce qu'elle ne se devine pas, cette adresse. Et comment on peut faire pour trouver une adresse d'un groupe cybercriminel? C'est un peu comme si je vous disais, il faut trouver une planque d'un cybercriminel. Par où on commence? Ben moi, ma stratégie, je ne dis pas que c'est celle de tout le monde, mais moi, ma stratégie, c'est d'aller sur Google Images. Alors pourquoi j'utilise Google Images? C'est parce que j'ai une mémoire très visuelle, donc ça me permet de faire de la lecture rapide au travers de différents contenus. Et donc, je vais aller chercher Google Images et je vais taper Logbit, qui est le nom du groupe cybercriminel en question. Et je vais trouver les fameux fichiers. Ce que vous voyez, la deuxième copie d'écran noir que vous voyez en bas, c'est un fichier qui est laissé dans les entreprises quand le rançongiciel a été déployé par Logbit. Donc si on est capable de retrouver des copies d'écran de ces fichiers, alors l'adresse qui est dedans pour leur permettre de payer la rançon aux victimes, eh ben, doit être sûrement le bon site. Donc on va aller chercher le site .onion dans un fichier d'une victime. Donc comme on vous l'a montré, on a été chercher dans Google Images le fameux fichier texte. On a pris l'adresse .onion. Vous voyez que l'adresse .onion, c'est un peu compliqué de la retenir par cœur. J'ai essayé, mais je ne suis pas assez bon là-dedans. Vous voyez que Logbit se protège eux-mêmes. Hein. Ils ont une protection anti-DDoS. Pas fou, les gars. Ils n'ont pas envie de faire mettre le site down. Vous voyez que c'est très joli, il y a de l'animation. C'est un groupe cybercriminel avec des OP marketing, du recrutement. Et donc voilà, vous avez ici, donc c'est le site officiel des cybercriminels. Et ce que vous avez là, ce sont les dernières victimes du groupe cybercriminel. Et ces victimes-là, qu'est-ce que ça veut dire, les dernières victimes? Ça veut dire que les entreprises que vous voyez ici, donc j'espère qu'on ne va pas voir une entreprise canadienne, parce qu'on va devoir faire une divulgation diligente si on en voit une. Et sachez que si vous travaillez aussi en France, bah là, pour le coup, si vous envoyez une Française, vous êtes obligé de faire une divulgation diligente, parce que sinon, vous allez être mis comme complice si vous n'avez pas fait de divulgation diligente. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire d'être une victime? Là, il faut comprendre que ce sont des entreprises où le groupe cybercriminel est à l'intérieur des murs et a réussi à arrêter complètement les systèmes informatiques de l'entreprise, ou est caché à l'intérieur et a volé des fichiers. Et en fait, c'est plutôt « et où ». Okay. Donc, la date que vous voyez, le 16 jours, 9h43 minutes, 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes, que vous voyez la première case, ce compte à rebours-là, c'est le compte à rebours qui reste à l'entreprise pour se manifester à Logbit, payer une rançon. Sinon, les fichiers qui ont été volés lors du méfait vont être publiés ici. Vous êtes un tout petit peu là dans mon métier que je fais au quotidien, c'est-à-dire que là, c'est de la surveillance cybercriminelle. Je vous ai parlé du trou numérique. Tiens, imaginons que je trouve de l'information très importante. C'est-à-dire que je trouve peut-être un de mes clients, un de mes fournisseurs, mon entreprise, sur ce site. Je peux vous assurer que s'il y a mon nom dans cette... Je suis censé être au courant quand même. Et vous aussi. Mais si je trouve de l'information intéressante, est-ce que je fais un copier-coller, c'est-à-dire que je sélectionne et je fais un copier-coller de cette information? Pourquoi? C'est bien de me dire non, j'ai vu un nom de la tête, non? Il ne faut pas le faire. Pourquoi? J'aurais pas dû répondre. Une idée?
Oh non, c'est moi, j'ai fait le nom de la tête, mais pourquoi j'ai fait ça? Ok, très bien. Donc je vais passer la zone de gêne, je vais vous donner la réponse. Parce que quand vous faites juste cette simple démarche de mettre en surbrillant, c'est-à-dire de sélectionner avec la souris et de copier-coller, juste ça, les statistiques du site Dark Web est capable de le détecter. Juste ça. Même le positionnement de la souris dans l'espace du site web, le site du Dark Web a ces statistiques-là. Pourquoi c'est important de ne pas le faire? Parce que vous comprenez que si vous commencez à sélectionner une des entreprises là spécifiquement, vous copiez-collez, vous tournez votre souris autour, bah là vous êtes en train littéralement de cibler une victime à des cybercriminels. Autant sur Internet, c'est pas bien grave. Parce que bon, vous êtes sur Amazon, vous êtes sur Facebook. Cette notion de heatmap, c'est-à-dire le fait de se déplacer dans l'écran, n'est pas si important que ça. Mais sur le dark web, sur un site cybercriminel, vous comprenez que ce n'est pas la même game là. Vous êtes en train de littéralement de dire à des cybercriminels, attention, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comment on fait un trou numérique? Alors, le plus efficace, vous prenez votre appareil photo et vous prenez en photo votre écran. Très décevant comme solution, je vous l'avais dit, mais pourtant la plus efficace. Ce qu'on appelle le trou numérique. Sinon, vous pouvez faire une copie d'écran directement. Donc, comme je l'ai dit, les cybercriminels sont des produits de recyclage. Donc, si l'information qu'ils ont volée ne leur semble pas au premier lieu importante pour eux, ils vont la capitaliser, ils vont la corréler avec d'autres informations. Un cybercriminel adore une facture en PDF. Un cybercriminel adore une liste d'employés. Un cybercriminel adore un fichier d'entreprise avec usage interne. Et il va essayer d'aller toucher une couronne de victimes supplémentaires, c'est-à-dire les victimes des victimes. Donc, si je suis une des victimes, bah, le cybercriminel, juste après, va aller toucher mes clients et mes fournisseurs. Si on parle de vous, si le cybercriminel a réussi à vous toucher, il va aller toucher les membres de votre famille directement, qui vous sont liés, vos amis. Et vous comprenez à quel point il est important que vous ne vous mettiez pas à risque vous-même. Même si vous dites « c'est mon risque », j'ai le droit de l'accepter, j'ai le droit de me mettre à risque. Je suis propriétaire de mon corps, de mon esprit, de mon mental. Mais vous n'êtes pas propriétaire de votre écosystème. Vous n'êtes pas propriétaire de votre famille, de vos parents, de vos amis. Si vous vous mettez à risque et si vous décidez de vous mettre à risque tout seul, bah en fait, vu la situation, vous mettez à risque tout le monde autour de vous. Sans blague. Parce que les amis des amis sont vos amis. Et sachez que les cybercriminels, bah, typiquement, ils ont accès à chacun de vos Facebook. Aussi restreint soit l'accès de vos Facebook, ils ont accès à chacun de vos Facebook. Soit parce qu'ils ont accès à votre mot de passe déjà sur le dark web, soit parce qu'ils ont un faux compte Facebook, alors actif, qui est l'ami de votre ami. Et vous avez permis l'accès total de vos informations à votre ami proche. Mais votre ami proche, s'il n'est pas très sécuritaire lui-même, si c'est une petite passoire ambulante, eh ben, naturellement, il va permettre l'accès à votre compte, à un cybercriminel. C'est comme ça que Facebook, LinkedIn, tous les réseaux sociaux, aucun réseau social n'est privé pour un cybercriminel actuellement en 2023. Aucun. D'aucune manière. 100% des informations mises sur un réseau social est publique, quel que soit son niveau de restriction sur le site, pour un cybercriminel. Donc, l'authentification à double facteur est une obligation. Sur tous vos réseaux sociaux, sur les sites de e-commerce sur lesquels vous allez vous connecter pour faire des achats, des transactions, eBay, Amazon, tout ce qui vous passe par la tête, la double authentification. La double authentification, c'est le fait d'avoir votre mot de passe plus votre petit SMS que vous recevez avec un numéro qui change chaque fois. Je sais que c'est chiant, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que vous comprenez que si 99% des gens qui sont ici ont leur mot de passe sur le dark web, bah, vous comprenez que l'accès pour les cybercriminels à votre compte n'est pas très compliqué. Donc, première chose, double authentification. Deuxième chose, une navigation saine. Ça, c'est une obligation aussi. Mais vos données en soi, après, vous pouvez utiliser des outils de sauvegarde. Votre Google Drive peut être un bon point si vous avez mis la double authentification sur votre Google Drive et
que vous avez appliqué les 9 règles de sécurité de Google. Évidemment, quand vous ouvrez votre compte de Google, ces règles ne sont pas appliquées. Google vous suggère fortement de les appliquer, mais elles ne sont pas appliquées par défaut. Sachez que quand vous ouvrez un compte usager sur n'importe quel site web, il est au niveau minimum de cybersécurité. Donc dès que vous ouvrez un compte, vous enregistrez sur un site web, vous devez faire quelque chose pour augmenter la sécurité. Parce qu'il est au niveau minimum à chaque fois. Il n'y a pas de service en ligne qui offre un niveau acceptable de base de cybersécurité. Donc vous avez toujours quelque chose à faire quand vous ouvrez un compte quelque part. Oui ? Une question. Alors pourquoi le blockchain est sécurisé? Alors pourquoi la blockchain est sécurisée? C'est une excellente question. La première réponse que je vais vous dire, la blockchain n'est pas sécurisée. Mais, je nuance ma réponse. Mais son concept a été fait pour être auto-sécuritaire. Elle s'auto-sécurise avec ce qu'on appelle des mineurs. Les mineurs sont ceux qui minent des bitcoins, par exemple, et celui Satoshi Nakamoto qui a inventé le concept de la blockchain, de la chaîne de blocs, a eu la bonne idée de dire, comme de toute manière je vais avoir des détracteurs sur ce concept, eh bien, ce serait vachement bien que ceux qui ont envie de détruire mon concept soient ceux qui le sécurisent. Donc je vais rémunérer ceux qui vont tenter de détruire mon concept. C'est ça, la blockchain. Et donc, le principe de minage, donc pour miner des bitcoins, c'est le fait de littéralement tenter je suis désolé, je vais utiliser un terme technique, de brute forcer, de faire une attaque par brute force sur la chaîne de blocs pour découvrir des blocs qui n'ont pas encore été minés et donc de pouvoir les contrôler. Okay, donc on rémunère littéralement, on appelait ça du bug bounty, c'est du hacking éthique, mais c'est intrinsèque même dans l'architecture de la chaîne de blocs. Donc ça, c'était très intelligent de la part de Satoshi Nakamoto, c'était vraiment très wise. Et quand je vous ai dit que la chaîne de blocs n'est pas sécurisée, c'est parce qu'elle n'est pas sécurisée pas dans le sens technologique, mais dans le sens économique. Pour 2 raisons. La première étant qu'il y a la loi des 51%, qui aujourd'hui, si quelqu'un a 51% théorique de la chaîne de blocs, il peut réécrire la chaîne de blocs jusqu'à son commencement. C'est théorique. Selon moi, dans la pratique, c'est très compliqué, voire même quasiment impossible. Mais la théorie reste qu'au-dessus des 51% de possession des blocs, eh bien, naturellement, on pourra la définir comme non sécurisée du tout. Okay, elle sera ouverte, puisqu'on est capable de faire perdre l'intégrité de chacun des blocs qui ont été écrits. Deuxièmement, parce que les crypto-monnaies qui ont découlé de la chaîne de blocs sont avant tout des crypto-monnaies utilisées pour la spéculation rapide et par les cybercriminels pour se dissimuler et pour faire des transactions de façon anonyme. Donc ça donne quand même une certaine motivation au pouvoir public de faire de l'ingénierie inversée pour découvrir qui fait les transactions, comment et quand. Et donc naturellement, la volonté même de l'ensemble de la planète, c'est de pouvoir déchiffrer la chaîne de blocs. Donc quand l'intention est de déchiffrer, donc de ne plus sécuriser un concept, de base, il ne le sera plus à terme. J'ai répondu à votre question ? Excellent. Oui. Quelles sont les premières choses à faire si on est victime d'une attaque? Ah, ça, c'est pas une réponse, c'est pas une question pour moi. C'est une réponse pour toi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est victime d'une attaque? La première chose, il faut aller signaler évidemment à la police. Alors ça dépend évidemment du type d'attaque, etc. Mais dans certains cas, en fait, si vous voulez trouver réparation, il va falloir un rapport de police. Donc il faut aller signaler à la police. Il faut aller signaler sur le Centre antifraude du Canada. Mais malheureusement, c'est des organismes qui ne vont pas nécessairement vous aider, vous, en tant que personne, et vraiment venir vous aider s'assurer de choses. Donc vous pouvez nous écrire à la clinique. Et puis là, on va vous aider à s'assurer que, par exemple, si c'est un cas de fraude,
que vous avez resécurisé vos appareils, vos comptes, etc. Si vous avez perdu de l'argent, de voir comment on peut récupérer votre argent. Et vraiment plus du soutien là, de tous les jours pour que vous puissiez utiliser Internet de manière plus sécuritaire. Mais ça prend... On va venir vous aider, etc. Mais ça prend aussi d'avoir des bonnes habitudes et vraiment d'intégrer les bonnes habitudes. Puis si vous ne les avez pas, eh ben, on va vous donner l'information et on va vous aider au quotidien justement à avoir un usage plus sécuritaire en fait, d'Internet, là, au jour le jour. Oui, tout à l'heure, vous avez proposé des pistes pour assurer la sécurité, notamment avec authentification, etc. Mais je me demande, est-ce que c'est pas un petit peu illusoire dans le sens où quand vous allez sur les sites, par exemple Facebook, Google, etc., ce sont des sites en fait qui utilisent des données résiduelles, etc., pour vous profiler complètement. Donc en fait, vous partagez involontairement énormément plus d'informations que nécessaire, et cette information-là, finalement, est aussi vulnérable. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a toute une part de notre sécurité qui nous échappe complètement. J'aime beaucoup la question. Je vais vous retourner ça par une autre question. Est-ce que j'ai un compte Facebook ? Voilà. Et figurez-vous que je n'ai pas de compte Facebook et je suis toujours en vie. C'est incroyable. Je suis désolé, je vais faire grincer quelques dents et puis sachez que j'en suis vraiment désolé, mais les médias sociaux ne sont rien d'autre que du néo-narcissisme social. Ok ? Il est 3 heures du matin, j'ai besoin absolument de publier, j'ai faim et que j'ai envie de manger un biscuit. Si vous en êtes rendu là dans votre vie, c'est triste. En vrai. Vous avez besoin de publier qu'il est 3 heures du matin, que vous n'arrivez pas à dormir et que vous avez envie de manger un biscuit. Pour vrai, là ? Néo-narcissisme social. Donc on n'a pas besoin de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Vivons cachés, vivons heureux. Ok ? Néo-narcissisme social. Vous avez besoin de vous regarder beaucoup dans le miroir. Alors oui, c'est sûr que ça donne l'apogée du selfie, bien sûr. C'est le principe c'est un peu le portrait de Dorian Gray, je dirais, pour ceux qui ont envie de lire un bon livre. Mais c'est ça. Néo-narcissisme social. Moins vous publiez, mieux vous vous portez, croyez-moi. Quel est votre point de vue sur les réseaux sociaux en général et notamment sur la discussion relative à TikTok, qui est évidemment une entreprise chinoise? Finalement, quand vous installez une application sur votre téléphone intelligent, ça vous demande d'accéder à vos photos, à différentes listes de contacts, etc. Donc, les gens, volontairement, fournissent leur information qui va être colligée à un moment donné par les gens du dark web qui vont comme vous avez mentionné tantôt, prendre les informations à gauche et à droite, ils vont concentrer tout ça et puis ils vont finalement avoir un profil complet de la personne. Est-ce que selon vous, c'est exagéré la réaction des différents gouvernements relative à TikTok? Parce que finalement, si on regarde Facebook, Google, d'autres plateformes, vous avez dit LinkedIn, c'est la même chose. Bon, excepté que le gouvernement chinois, évidemment, oblige les entreprises de technologie à collaborer avec eux et fournir de l'information, ce que fait probablement les États-Unis aussi, mais de façon plus discrète. Donc, est-ce que on en fait trop ou est-ce que c'est légitime selon vous? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions, nous, en tant qu'établissement ou en tant qu'entreprise, vis-à-vis de cette application-là? Est-ce que ce serait quelque chose qu'il faudrait éventuellement déconseiller d'utiliser ou pas? Alors, est-ce que les gouvernements font trop? Non, pas du tout. Le problème planétaire de cyberguerre, j'utilise des gros mots, à travers TikTok est avéré. C'est pas du tout un... TikTok fait partie des plateformes de choix des prédateurs. Ça, c'est aussi une autre chose. Donc, la question de savoir est-ce qu'on overreact, non, absolument pas. Pas du tout. Je veux dire, je ne suis pas un freak des réseaux sociaux non plus, mais le risque est réel, c'est un fait. En plus de ça, comme toute tendance, on a un sentiment de manque dans notre vie quand on n'est pas sur ce réseau-là. Et ce sentiment de manque, il n'est pas lié à l'application elle-même, il est plus lié à un manque de relation ou un manque d'amis. Donc je suis sur TikTok parce que je n'ai pas d'amis. Mais
concrètement, c'est ça le principe. C'est que c'est une exploitation à l'échelle mondiale de notre vulnérabilité. Ça, c'est clair. Les réseaux sociaux, c'est devenu ça, clairement. Mais on ne l'aperçoit pas, donc on la pense pas dangereuse. Mais elle est réelle. Personne peut personne ne peut la percevoir sur son compte, peut percevoir ces enjeux-là qui sont quasiment planétaires, qui sont des enjeux de masse sociale. L'exemple le plus direct et le plus simple à comprendre, c'est le fait qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question du devenir d'une élection à travers Facebook, c'est-à-dire l'enjeu de la conséquence sur une élection gouvernementale des publications qui sont faites sur les réseaux sociaux. Si on en est à penser de ça, c'est qu'il y a vraiment une transformation des communications sociales à travers les réseaux sociaux qui ont une incidence directe sur nos institutions, sur notre économie. Mais au quotidien, c'est sûr qu'à travers juste notre compte, il est impossible de le percevoir. Donc c'est sûr que ce genre de réponse que je suis en train de vous faire paraît parfaitement ridicule pour le commun des mortels. Moi, j'ai une question qui va certainement intéresser nos étudiants et nos élèves qui sont là. Mais c'est une question pour Bertrand et une autre question pour Cécilia. La première question pour Bertrand, c'est, vous avez vu votre métier évoluer au fil du temps. Et la question est de savoir quel est votre background, quelles sont les compétences qui vous ont permis d'être flexible à l'évolution et à l'évolution des attaques, bien sûr. Et la question pour Cécilia, c'est concernant la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un domaine en évolution et très, très répandu. Mais maintenant, en termes des divisions de travail ou des responsabilités dans les entreprises, qui doit être en charge de la cybersécurité? Est-ce les services informatiques? Est-ce la fonction de conformité, l'audit? Ou alors, vous voyez par exemple le Red Team et le Blue Team. Ils doivent être des informaticiens ou juste de personnes avisées pour tester la vulnérabilité du système, puisqu'on ne peut pas être le juge parti. Alors, la dernière question, c'est pour compléter la question de l'étudiant qui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime? Mais ma question serait de savoir, est-ce que la cybercriminalité prévoit un volet autopsie informatique pour remonter, et puisqu'on ne peut pas parler des crimes si on ne peut jamais mettre la main sur le criminel? Bon, je vais répondre pour l'aspect carrière. J'ai commencé, pour ma part, il y a quand même quelques temps en architecture de système. Très très vite, je suis passé en sécurité parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'architecte, la sécurité me donnait une vue transverse sur les systèmes et me permettait de dépasser le niveau technologique, c'est-à-dire m'intéresser au processus et aux humains. Ce qui va faire un peu le lien avec, je pense, ta réponse. Mais où je me suis rendu compte que justement l'humain était le premier problème, l'interface entre la chaise et le clavier, en fait, qui était le plus gros problème au niveau architecture. Donc je suis passé de l'architecture à la sécurité. J'ai fait mes études à Paris 8, à Paris, et en DUG-Maths, mathématiques appliquées aux sciences sociales. Donc la mathématique est souvent très utilisée. Droit des médias aussi, j'ai fait du droit parce que c'était important pour moi de comprendre les changements de législation qui devaient s'opérer pour couvrir nos systèmes informatiques et nos données. Et puis ensuite, j'ai fait un passage rapide au MIT. Et puis j'ai enseigné aussi bien en France, en université, que ici à Polytechnique. Je vais vous répéter une phrase que une de mes mentors m'a donnée et qui va vous servir pour votre carrière. Si vous ne savez pas quelque chose, enseignez-le. Voilà. Pour répondre un peu à la question, dans une entreprise, c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est la responsabilité de tout le monde. Tu sais, quand on dit la cybersécurité, c'est l'affaire de tous, c'est vraiment l'affaire de tous dans une entreprise parce que, comme Bertrand le dit, c'est l'humain. Et puis souvent, les attaques, c'est parce que c'est un employé ou une employée qui utilise un mot de passe qui n'est pas sécuritaire. Donc,
de prime abord, c'est cette personne-là qui aurait dû en fait avoir un mot de passe sécuritaire. Donc, on peut mettre toutes les protections qu'on veut, mais si cette personne-là, elle ouvre une pièce jointe parce qu'elle en reçoit une puis qu'elle veut ouvrir, ça va venir attaquer le système de l'entreprise et on peut faire ce qu'on veut, mais c'est trop. C'est pas que c'est trop tard, mais la vulnérabilité, elle est déjà là. Et la vulnérabilité, c'est l'être humain. Donc, c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Puis, maintenant qu'on vit dans un monde où tout est à peu près numérisé, c'est tout le monde, dans tous les départements. Si je suis aux ressources humaines, il faut que quelqu'un soit conscient que quelles données j'ai sur les employés, c'est qui, comment ces données-là sont protégées, est-ce que j'ai besoin de ces données, est-ce que mon employé qui a démissionné il y a 10 ans, pourquoi j'ai encore ces données? Donc, c'est un peu la responsabilité de tout le monde à chaque niveau d'une entreprise. Donc, ce n'est pas nécessairement que la cybersécurité, ce n'est pas que les Red Team, les Blue Team ou l'équipe cybersécurité. C'est vraiment tout le monde qui doit être conscient de ça. N'importe qui, même une secrétaire ou un secrétaire, ça se dit aussi, parce que tout le monde peut être secrétaire aussi. Mais est-ce que cette personne-là, elle a besoin d'envoyer des courriels, elle a besoin d'avoir certains accès à des données, etc. Et puis, c'est vraiment tout le monde dans l'entreprise qui est responsable de la sécurité.